On a vu précédemment que la notion de calculabilité pouvait être définie en référence à une machine de référence appelée machine de Turing. Alors, est-ce que tous les problèmes sont calculables? Ben, certainement pas. Quels sont les problèmes qui ne sont pas calculables? Alors, bon, il y en a beaucoup, mais est-ce qu'on peut au moins en trouver un? Alors, il y en a un qui est célèbre. C'est un problème de décision. En particulier, on va le voir tout à l'heure, hein, c'est le... Peut-on écrire un programme qui dit si un autre programme qui s'exécute va se terminer en un temps fini? Bon, mais ça, c'est un problème qui n'est pas calculable. On va le voir tout à l'heure. On va commencer par montrer assez simplement que oui, il y a une infinité de problèmes incalculables. Bon, précisément, on va montrer qu'il y a une infinité de problèmes indécisables puisqu'on va se limiter au procédé de décision sur n. Donc, décision sur n, ça veut dire qu'on a une propriété, un prédicat, et on veut savoir pour quelle valeur de n le prédicat est vrai. Donc finalement, un problème de décision sur n, ça revient à connaître l'ensemble des valeurs de n pour lesquelles le prédicat associé, il est vrai. Et donc ça revient à connaître une partie de n. Donc chaque problème de décision sur n, l'ensemble des entiers naturels, peut être décrit par une partie de n. Alors, la solution, la démonstration du fait qu'il y a des problèmes indécidables, c'est que, en fait, on va montrer qu'il y a plus de problèmes que d'algorithmes. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme? Un algo, c'est une suite finie de symboles. Alors des symboles, il y en a un certain nombre. Il y a, on peut aller de A à Z, grand A, grand Z. Après vous avez des chiffres. Après vous avez des points-virgules, deux points. Voilà, toute la ponctuation, espace, retour chariot, bref. Il y en a un nombre fini. Et donc un algo, ça va être une succession de symboles. Ça va être par exemple, ça peut être if x égale 3, 2 points, x égale x plus 1. Voilà, ça c'est un algo. Donc on peut le voir comme vraiment une succession de symboles. Là, je ne suis pas revenu à la ligne. Voilà, je peux mettre, si je veux, je peux mettre un caractère en retour à la ligne. Bref, donc finalement, chaque fois que je prends une suite finie de symboles, ben je peux obtenir, alors ça ne va pas tous faire des algorithmes parce qu'il va y avoir des problèmes de syntaxe, mais en tout cas, je ne peux pas avoir plus d'algorithmes qu'il n'y a de suites finies de symboles. Alors ces suites finies de symboles, je peux les ordonner. Suite finie de symboles, je peux les ordonner avec un certain ordre qui est l'ordre lexicographique. C'est un ordre qu'on connaît qui concerne les chaînes de caractères. C'est le fait que A, B, c'est l'ordre du dictionnaire. Hein. Par exemple, A, B, C est plus petit que... je peux les ranger comme ça, cette chaîne. Je peux dire qu'elle est plus petite que la chaîne B, B à C, par exemple, puisque je compare les deux premiers. Donc là, ça c'est plus petit que ça. Donc la chaîne est plus petite. Bref, c'est l'ordre du dictionnaire. Donc je peux comparer deux chaînes comme ça. Donc, qui dit ordre lexicographique dit numérotation possible. Numérotation possible de l'ensemble des suites finies de symboles. Donc, si je peux numéroter ces suites finies de symboles, ça veut dire que
eh bien, il y en a un nombre qui est dit dénombrable. Ça va être, je peux comme ça les numéroter en partant de 1, de 0, jusqu'à l'infini. Donc, on dit que le nombre est dénombrable. Il n'y en a pas plus que d'entiers, de n. Par contre, si on considère les problèmes de décision sur R, les problèmes de décision sur N, un problème de décision sur N, en fait, c'est donc, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est associé à une partie de N. Si j'ai un prédicat, voilà, pour quelle valeur de N ce prédicat est vrai? P de N égale true ou 1, si et seulement si N appartient à une partie, que j'appelle grand A, qui est inclus dans N. Donc finalement, il va y avoir autant de problèmes de décision que de parties de l'ensemble N. Bon. Et puis, comment je peux aussi associer un problème de décision, je peux aussi associer une fonction. Donc, je peux prendre la fonction f qui a n associe f de n, qui est égal à quoi? Qui est égal à 1 ou true, on a dit true, si n appartient à A, et puis false sinon. Bon, ou alors 1 et 0, bref, au choix. Peut-être 1 et 0, c'est aussi bien. Voilà, alors, on va montrer en fait que, tout simplement, des problèmes de décision, il y en a plus que des problèmes, que des suites finies de symboles. Et donc, on va raisonner par l'absurde. Absurde. On va dire, voilà, supposons, hypothèse, supposons qu'il y ait un nombre dénombrable de fonctions, comme ça. Donc, les fonctions sont chacune associées à une partie, et une partie, on a vu que ça faisait un problème de décision. Donc, supposons que les fonctions, elles sont numérotées, on peut les numéroter comme ça, f1, f2, fn, fk, etc., etc. Et, eh bien, on va montrer que, en fait, des fonctions de n dans, on va de n dans 0, 1 ou dans true false, il y en a plus que ça. Et pour ça, je vais en créer une qui est forcément différente de toutes celles-ci. Alors regardez, je prends la fonction g, définie par, je la définis comme ça, la fonction g, je dis que g de k égale 1 moins f indice k de k. Alors, ça marche très bien. Hein. Pourquoi elle est intéressante cette fonction g? Parce que vous voyez que si je calcule g de 0, ça fait 1 moins f0 de 0. Donc ça veut dire que la fonction g, elle est différente de la fonction f0, puisqu'au point 0, les fonctions g et f0 n'ont pas la même valeur. Je peux faire ça pour, vous voyez, pour tous les entiers. Donc ça veut bien dire que g est aussi différent de f1. Bon, puis je peux généraliser. Hein. J'ai g de k égale 1 moins fk de k. Ça veut dire que g est aussi différent de fk. Et donc ça, c'est vrai pour tout k. Donc ça prouve bien que on peut construire, il y a d'autres fonctions que des fonctions comme ça, qui seraient en nombre dénombrable. Et donc, on a montré par l'absurde que toute fonction ne peut pas s'écrire sous une forme fk, pour k appartenant à n. Donc, effectivement, eh bien, il y a plus de problèmes de décision qu'il y a d'éléments de n. Parce qu'il y a plus de parties de n
que d'éléments de n. En fait, ça revient à ça. Et donc forcément, il y a plus de problèmes de décision qu'il n'y a d'algorithmes. Voilà. Donc forcément, il y a forcément des fonctions qui ne sont pas calculables, puisque des problèmes qui ne sont pas solubles, puisque déjà, par manque d'algorithmes, sans aller chercher plus loin, voilà. Donc, voilà une preuve du fait que toute fonction n'est pas calculable. Bon, alors, ok, donc tout n'est pas calculable, mais est-ce qu'on pourrait voir une fonction qui n'est pas calculable? Alors, il y en a une qui est historiquement intéressante, ça s'appelle le problème de l'arrêt. Problème de l'arrêt, donc, problème de décision. Ça serait un programme qui, quand on lui fournit un autre programme avec son entrée, eh bien, il répond si oui ou non. L'exécution de ce programme avec cette entrée-là, elle s'arrête au bout d'un moment ou pas. Bon, alors en fait, on peut montrer que c'est pas possible. Effectivement, on ne peut pas trouver de programme informatique. Donc, il n'y a pas de programme qui répond à ce problème. Alors là aussi, il y a une preuve par l'absurde du fait que, effectivement, le problème de l'arrêt est indécisable. Alors, pareil, on suppose qu'il existe un programme, on l'appelle alt, comme arrêt, qui résolve ce problème. Alors, donc, si on prend un programme prog, on lui donne une donnée m, et donc si prog de m s'arrête, ça veut dire que alt accepte prog m en un temps fini, et donc après il s'arrête, et il renvoie 1. Si prog de m ne s'arrête pas, alors alt refuse prog de m en un temps fini, et donc le alt de prog et de m renvoie 0. Si alt existe, il est censé faire ça. Alors, évidemment, cet éventuel programme alt, il doit marcher pour tous les prog possibles. Alors, on va en construire un qui va poser un gros problème, on va l'appeler diagonale, parce qu'en fait, si vous regardez bien, c'est un peu la même idée que dans la démonstration précédente. En fait, on dit que c'est une preuve à la Cantor. Et Cantor, c'est un mathématicien qui a eu l'idée géniale de cet argument, on appelle ça l'argument diagonal. Ça permet de démontrer pas mal de choses en mathématiques. Alors, on définit donc ce programme qui s'appelle diagonale. Alors, diagonale, c'est quoi? Diagonale de x. Eh bien, si alt accepte x, on a une boucle infinie. Sinon, eh bien, on s'arrête. Alors, diagonale de x. X, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Et alt, on l'appelle à nouveau avec x et x. Alors ça peut paraître un peu bizarre, parce que dans alt, vous voyez qu'il y a deux paramètres de alt qui sont prog et m. Prog et m, mais... prog et m. Donc prog, a priori, c'est un programme, et m, c'est une donnée. Mais attention, en informatique, pour nous, finalement, que ce soit un programme ou une donnée, ce n'est qu'une suite de caractères. Donc ça peut être considéré comme une chaîne de caractères. Donc ce n'est pas un problème. Donc j'ai bien le droit de mettre ici, de prendre à la fois x et x pour les deux arguments. Donc diagonale de x, si alt accepte x, boucle infinie, sinon ça s'arrête. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on exécute diagonale de diagonale. Puisque diagonale est un programme, donc c'est une suite de caractères. Donc j'ai bien le droit de l'appliquer à diagonale. Et là, si on regarde, eh bien, dans les deux cas, il y a une absurdité. C'est-à-dire, si diagonale, diagonale, boucle à l'infini, ça veut dire que nécessairement, on est passé ici, pour avoir une boucle infinie. Et donc, on avait
on avait ici, on est passé là. Et donc, ça veut dire que alt accepte XX. Et par définition, ben, on a vu que si alt accepte XX, ça veut dire que diagonale de diagonale s'arrête. Bon, donc il y a un problème. Puisqu'on était parti de... Si diagonale de diagonale boucle à l'infini, on arrive à diagonale de diagonale s'arrête. Donc, absurde. Si diagonale de diagonale s'arrête, ben, ça veut dire que forcément, on est passé par ici. On est passé là. Donc, ça veut dire que alt, parce qu'on est dans le sinon, ça veut dire que alt refuse à un temps fini. Et donc, ça veut dire que diagonale ne s'arrête pas. Là encore, on a une absurdité. Donc, dans les deux cas, c'est absurde. Voilà. Donc, la fonction alt, elle ne peut pas exister. Sinon, on arrive à une absurdité en créant une fonction particulière qui s'appelle la fonction diagonale. D'où absurdité. Donc, voilà un problème incalculable. Donc, c'est dommage parce que ça aurait été quand même intéressant de pouvoir avoir comme ça un procédé automatique qui nous dit si un programme avec une certaine donnée, il va s'arrêter ou pas au bout d'un temps fini. Parce que c'est un problème qu'on va retrouver dans la suite du cours. Là. Quand on écrit un programme, ben, si on veut qu'il fonctionne, il va bien falloir qu'il s'arrête au bout d'un temps fini. Donc, on va proposer des critères justement pour prouver que le programme s'arrête au bout d'un temps fini. C'est-à-dire qu'en gros, il ne reste pas bloqué dans une boucle infinie. C'est la seule raison pour laquelle il ne s'arrêterait pas. Bon, donc voilà. Donc en résumé, il y a des problèmes non calculables, il y en a une infinité. On en a vu, c'est le problème de l'arrêt. Pour terminer, eh bien, finalement, quand on a un problème informatique, donc finalement, il y a trois catégories. Il y a des problèmes qui sont calculables. Bon, calculable, ça veut dire qu'il y a un programme qui se termine en donnant la réponse. Bon, très bien. Il y a des problèmes non calculables. Alors, par exemple, le problème alt, l'existence de alt, ça, c'est un problème incalculable, puisque on a montré que c'est pas possible. On a montré que c'est pas... Il n'y a pas d'algorithme permettant de le résoudre. On l'a montré par l'absurde. Donc, c'est pas la peine d'en chercher. On sait qu'il n'y en a pas. Et puis, il y a la troisième catégorie, c'est les problèmes pour lesquels on ne sait pas trop. Problème ouvert. Il existe un programme qui peut ne pas s'arrêter. C'est-à-dire, on a une idée de comment on pourrait faire, mais dans la mesure où ça ne s'arrête pas, on n'a pas de résultat. Exemple, conjecture de Christian Goldbach. Alors, c'est une conjecture mathématique intéressante parce qu'elle s'exprime très simplement. Tout entier naturel pair plus grand que 3 est la somme de deux nombres premiers. Bon, alors ça c'est un problème ouvert, c'est-à-dire que on est incapable de prouver que c'est faux, mais on n'a pas prouvé non plus que c'était vrai. Alors on peut écrire un programme qui va faire le travail pour chaque entier naturel pair. Mais il ne va pas s'arrêter au bout d'un temps infini, puisque des entiers naturels pairs, il y en a une infinité. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas su, on ne sait pas répondre à cette question. On pense que... conjecture, ça veut dire on pense que c'est vrai, mais il n'y a pas de démonstration pour l'instant. Théorème de Fermat, qui dit que pour tout entier naturel n strictement supérieur à 2, on ne peut pas l'écrire, je ne sais pas pourquoi j'ai... Bon bref, x. Donc tout entier x ne peut pas s'écrire sous la forme de y puissance n plus z puissance n, dès que n est supérieur à 2. Alors ça c'est un problème c'est une conjecture pendant longtemps, on était incapable de le démontrer. En fait, ça a été démontré en 1996. Donc aujourd'hui, ça y est. Il a basculé du côté ouvert sur le côté calculable. La conjecture de Syracuse, alors, intéressante. Elle a plein de noms cette conjecture. Collatz, Ulam, conjecture tchèque, enfin bref.
Alors, c'est le fait que, bon, vous l'avez connu, parce que vous l'avez sans doute déjà programmé, c'est une suite d'entiers qui convergent vers 1. Mais bon, on n'arrive pas à le montrer, quoi. On n'arrive pas à montrer que effectivement ça va toujours converger vers 1. Voilà, c'est le fait que bon, un nombre, soit on le multiplie, s'il est pair, on le multiplie par 2, soit on le divise par 2, soit s'il est impair, on le multiplie par 3, on rajoute 1. Donc vous voyez, c'est pas, bon, c'est pas monotone, donc on a du mal à conclure. Voilà un problème ouvert. Pour terminer, il y a un problème, bon, c'est pas un problème très important, c'est un problème dont on s'occupait il y a quelques années en TP, c'est dans la résolution des sudoku. C'est le problème du connaître le nombre minimal de cases remplies pour obtenir un sudoku. Bon, maintenant on sait que c'est 16, c'est-à-dire que si on donne une grille avec moins de 16 valeurs déjà présentes, il y aura peut-être des solutions, mais il n'y aura pas unicité de la solution. En ce sens-là, c'est pas un sudoku. Alors, on a répondu à ça il n'y a pas si longtemps. Il y a, je sais plus, il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Alors, en fait, on essayait jusque-là on essayait toutes les grilles, quoi. Il y en a trop. Il y en a trop, donc bon, on n'y arrivait pas. Donc, c'est par des considérations de symétrie, donc des considérations mathématiques, qu'on a réussi à diminuer le nombre de grilles candidates. Suffisamment pour que, en mettant des machines en réseau, on arrive à pouvoir les inspecter les unes à la suite des autres et vérifier qu'effectivement, on ne pouvait pas obtenir de sudoku avec moins de 16 cases remplies. Donc, vous voyez, c'est une avancée mathématique qui a permis ensuite de terminer la démonstration de manière informatique en faisant diminuer le nombre de candidats possibles. Voilà pour cette partie de calculabilité. Donc dans la suite, eh bien, on va passer à l'écriture d'algorithmes en se posant d'abord la question de comment on fait pour savoir si un algorithme est correct.